Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo quickie dans laquelle on va aborder un sujet qu'on m'avait posé en commentaire. Qu'est-ce que c'est que le 8 bits, le 10 bits, le 422, le 420, le 444? Alors si à n'importe quel moment je fais une allusion celle-là sur le 8 bits ou le 10 bits, je voudrais que vous fermiez immédiatement cette fenêtre et que vous mettiez un pouce rouge. Alors commençons déjà par le 444, le 422, le 420. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est du subsampling. Voilà. Donc maintenant que ça on a expliqué, passons au 8 bits et au 10 bits. Et non, qu'est-ce que c'est que le subsampling? L'histoire du subsampling remonte il y a environ longtemps avant l'apparition de la télévision en couleur. À l'époque, dans les années 50, quand on a commencé à vouloir diffuser de la couleur sur les écrans télé, on s'est retrouvé avec un problème de taille, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir suffisamment de bandes passantes pour pouvoir faire passer toute la couleur sur le réseau artésien. Et il fallait du coup trouver un moyen de pouvoir compresser cette couleur. Alors, les meilleurs scientifiques de l'époque se sont penchés sur la question et se sont dit, écoutez, vu qu'a priori, l'œil humain distingue très bien le noir et le blanc, mais a beaucoup de mal à distinguer les couleurs, enfin un peu plus de mal. Ce qu'on va faire, c'est que simplement, on va dissocier la brightness, donc la luminosité, de la couleur. Et puis on va les compresser tous les deux à part dans leur coin. Et ça, c'était très malin, parce qu'on s'est retrouvé avec, d'un côté, envoyer des informations pour la luma, donc la luminosité, et de l'autre côté, pour la couleur, la chrominance, la chroma. Luma, chroma. Ça, c'était malin. Oui, alors qu'est-ce que c'est exactement que le 444, le 422, le 420, comment ça marche, c'est quoi les bails? Excellente question. Alors prenons par exemple cette vidéo, on va extraire une petite photo, tiens voilà, donc là c'était mes chaussures, hein, quand on peut voir, excusez du peu d'inspiration que j'avais, et on va zoomer un petit peu dedans. Et donc cette image est composée de pixels. Et prenons à présent deux lignes sur cette photo. Deux lignes de pixels seulement. Le premier 4 de notre 444, lui, va concerner le nombre de pixels sur la largeur. Donc on va se limiter à 4 pixels sur la largeur. À partir de là, ce qu'on va faire, comme on a vu, on va séparer la luma de la chroma. Donc on va retirer nos pixels de luma, on va les mettre de côté, nos informations, et on va s'intéresser uniquement qu'à la chroma. Maintenant, le deuxième 4 du 444 concerne le nombre de pixels qui conservent leurs informations sur la première ligne. 4, ça veut dire que les 4 pixels de la première ligne conservent toutes leurs informations. On aura donc l'information réelle de chaque couleur, de chaque pixel pour toute la première ligne. Et le troisième 4, comme vous l'aurez deviné, concerne la deuxième ligne. Combien de pixels conservent leur information sur la deuxième ligne? En l'occurrence, 4. Donc on conserve 4 pixels sur la première ligne, 4 pixels sur la deuxième ligne. On a conservé toutes nos infos. Maintenant, quand on met notre luma dessus, on se retrouve avec une information précise de chaque pixel, vu que pour la luma, on conserve absolument toutes les informations. Et donc là, on a des pixels qui sont complètement différents si on a besoin. Mais ça, c'est pour le 444. Et à ce moment-là, on a toutes nos infos. C'est, on va dire, l'image la plus pure. On a le plus d'informations possible. C'est une image qui est très lourde. Chaque pixel donne son info. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le 422? Le 422, c'est un petit peu différent, mais reprenons notre exemple. On a notre image, on a retiré la luma. Maintenant, on se retrouve uniquement avec les pixels de chroma. Donc, le premier 4 concerne toujours, pareil, le nombre de pixels sur la ligne. Ensuite, le premier 2 va nous donner le nombre de pixels qui conservent leur information sur la première ligne. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour conserver l'information de 2 pixels alors qu'on en a 4? Eh bien, tout simplement, une des méthodes consiste à faire la moyenne entre les 2 pixels, le bleu et le rouge, par exemple. Là. Donc, ça nous fait du magenta. Et on fait la même chose pour le pixel 3 et 4. Ça nous fait la moyenne, donc ça va nous donner une sorte de jaune. C'est pas une solution idéale, on commence à compresser et perdre vraiment en qualité, mais c'est largement acceptable pour notre œil humain. Maintenant, le deuxième 2 va s'intéresser à la ligne du dessous. Et on va faire exactement la même chose. On va faire la moyenne entre le pixel de droite et le pixel de gauche, ce qui va nous donner aussi une sorte de magenta. Puis on fait la même chose sur les 2 pixels suivants. À noter qu'en fonction des codecs, la méthode pour compresser peut être un peu différente. On peut faire une moyenne avec le pixel du dessus ou faire une recopie du pixel précédent au lieu d'en faire une moyenne. Ça dépend du type de codec. En tout cas, là, on se retrouve maintenant avec un agencement qui est relativement lisse. Mais, si jamais on prend notre luma et qu'on la remet dessus, comme vous pouvez voir, on se retrouve avec des pixels qui peuvent être sensiblement différents. Et comme l'œil humain est très sensible à la luminosité, du coup, on peut percevoir chacun de ces pixels comme ayant des informations complètement différentes. Mais le 420, qu'est-ce qui se passe en 420? Reprenons notre exemple. Si on part du principe qu'on a toujours 4 pixels, c'est le premier 4. Le deuxième chiffre, donc le 2, va nous donner le nombre de pixels qui conservent leurs informations sur la ligne du haut. Hein. Ça, on a vu. Donc, on fait la moyenne entre le pixel 1 et 2. Puis, on fait la même chose avec le pixel 3 et 4.
Voilà, ça on sait. Mais le 0, ça veut tout simplement dire que pour la deuxième ligne, on n'a absolument aucune information. Rien. Du tout. Pot de balle. Zombie. Que dalle. Qui a pensé à une chose pareille? Faut être un peu taré. Et pourtant, ça marche. Ça veut dire que sur la deuxième ligne, ce qu'on va voir, c'est littéralement rien. On va reprendre sur la deuxième ligne l'information de la ligne du haut et on va faire la moyenne avec la ligne du bas. Voilà. Comme on peut le voir, le pixel est toujours magenta, mais c'est un magenta un peu moins profond. Et on se retrouve du coup avec des gros blocs parce que maintenant, chaque pixel partage exactement la même information avec les 3 pixels qui l'entourent. C'est ce qu'on appelle la compression spatiale. Mais n'oubliez pas, on conserve nos informations de luminance. Et en remettant notre luminance dessus, paf, ça peut faire des chocs à pic et on se retrouve avec des pixels qui peuvent être complètement différents. Et l'œil humain les interprète de manière différente. Alors, quels sont les avantages? Parce qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients, on va y venir. Hein. Mais les avantages, concrètement, c'est un gain de place incroyable. Concrètement, quand on prend le 444, qui est l'information, on va dire, la plus pure, la compression la moins compressée, ça se dit comme ça, mais on conserve chacun des pixels, et qu'on passe en 4-2-2, on va gagner 33%. Et quand on passe du 4-4-4 au 4-2-0, on va gagner carrément 50% en taille de fichier. C'est beaucoup. Alors évidemment, le 4-2-0, on peut se dire c'est un peu pourri. Ouais, c'est un peu pourri. Mais en fait, c'est suffisant pour que l'œil humain arrive quand même à voir l'image et à distinguer absolument tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en inconvénient principal? Alors on a vu le 4-2-0, on l'expérimente en permanence, le 4-2-0. Ça pose pas de problème pour l'œil humain. Mais dans certaines conditions, ça peut poser des soucis. Notamment, on a vu que le 4-2-0, il y a un partage d'informations entre 4 pixels. Alors évidemment, si vous avez des lignes extrêmement fines, ou par exemple, je ne sais pas, des rayures sur une chemise, eh ben, on peut voir une sorte de merge des pixels qui aboutissent à une couleur qui n'existe pas. Hein. S'il y a un pixel qui devait être, je sais pas, bleu, et que l'autre pixel devait être rouge, et ben en fait on se retrouve à avoir finalement tout qui se lie pour devenir un pixel violet. Voilà, ça arrive relativement peu, mais ça arrive. Par contre, ça peut aussi poser des problèmes sur des incrustations. Si on est en 4-2-0, pour faire une incrustation, ça va être beaucoup plus dur de distinguer les contours de quelqu'un, notamment ses cheveux, sur du fond vert. Parce qu'on va avoir des couleurs qui n'existent pas autour de ses cheveux, et du coup on va avoir un détourage qui sera pas ouf. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne quand même plutôt pas mal, le 4-2-0. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le 8 bits et le 10 bits? Chacun des pixels va vous donner une couleur. Okay, et cette couleur, elle est codée. Un certain nombre de bits. Et plus il y a de bits, plus on va avoir d'informations sur la couleur qu'on a envie de reproduire. Concrètement, en 8 bits, on va avoir 256 façons de coder notre vert primaire, 256 façons de coder notre bleu primaire, 256 façons de coder notre rouge primaire. Vous savez qu'avec ces 3 couleurs, on est capable de faire toutes les couleurs du spectre de l'arc-en-ciel. Et donc en mixant ces 256 nuances de chaque couleur primaire, on obtient, ça fait 256 fois 256 fois 256, on obtient 16 777 216 couleurs. Voilà. Elle est belle, hein. Mais j'ai fait littéraire option maths aussi, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, voilà. C'est bien ça, hein. 16 777 216. Donc ce qu'on dit, c'est qu'en 8 bits, on a 16 millions de couleurs, hein, on simplifie. 16 millions de nuances de couleurs. En 10 bits, on va avoir plus de bits pour chaque couleur, donc on va pouvoir donner des couleurs plus précises. Donc on va avoir 1024 nuances de vert, 1024 nuances de bleu, 1024 nuances de rouge. Et ça, 1024 fois 1024 fois 1024, ça nous donne 1 073 741 824. Encore, j'ai tout fait de tête. Donc en 8 bits, 16 millions de couleurs. Et en 10 bits, 1 milliard de couleurs. Ça se traduit par quoi concrètement? Vous n'allez pas représenter des couleurs plus vibrantes en 10 bits qu'en 8 bits. Ça, c'est l'espace de couleurs qui va vous faire ça. Et on ne va pas en parler aujourd'hui, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, Gamma Gamut. Alors là où vous allez voir la vraie différence, ça va être dans les nuances, dans les dégradés, par exemple sur un ciel. Si on prend cette image, par exemple, on peut voir qu'il y a comme des lignes, des traits dans le ciel. Ça, c'est du banding, on appelle ça. Le banding, c'est un des défauts principaux du 8 bits. À savoir que le 8 bits va être capable de représenter 16 millions de couleurs. Dans les bleus, il en a une certaine quantité. Il va être capable de représenter un certain bleu, je prends par exemple un bleu pâle,
Et le ciel qui dispose d'un dégradé naturel complètement incroyable, lui, il ne va pas être capable de le représenter. Parce que pour lui, ça va être du bleu pâle jusqu'à un moment donné où on va passer à du bleu un peu moins pâle. Et automatiquement, il va aller chercher, lui, une nuance qui est en fait relativement éloignée à notre œil humain, une nuance qui va nous faire apparaître comme une sorte de découpe dégueulasse. Ça, c'est le banding. Si vous avez ça sur une vidéo, ça peut se corriger avec un léger petit flou, tout ça, mais c'est pas les solutions idéales. Alors que le 10 bits, lui, il va être capable de pouvoir représenter donc 1 milliard de couleurs, qui est plus que ce que l'œil humain est capable de discerner. Et donc le dégradé va être beaucoup plus fluide. C'est là la différence entre le 8 bits et le 10 bits. Et c'est indépendant de la compression 422, 420, 444. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous maintenant ce qu'est le 444, 422, 420, qu'est-ce que c'est que cet échantillonnage. Et puis, qu'est-ce que c'est également que le 8 bits, 10 bits, que ce sont des choses complémentaires, mais quand même différentes. À ne pas mélanger, une fois de plus, avec votre espace de couleurs. Et ça, ce sera le thème d'une prochaine vidéo sur les gamut et les gammas. Voilà, si c'est plus clair pour vous, si ça vous a appris quelque chose, si c'est un peu plus limpide, n'hésitez pas, comme d'habitude, pouce bleu. Envisagez éventuellement de vous abonner à la chaîne avec la petite cloche, vous savez que ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, n'hésitez pas à mettre des idées également de vidéos pour la suite. Je les lis et je réponds à vos commentaires avec un grand plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ah, je suis trop vieux pour ces conneries, tu sais, pour passer sous la table. Non, je le faisais quand j'étais encore gigolo dans les boîtes de prod, mais maintenant c'est fini. On a tout, messieurs? On a tout. Allez, bonne journée à tous, et à bientôt.